Prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble, ce qui nous permettra de voir notre histoire sous un autre angle. Faisons un bond dans le futur et imaginons l'humanité dans 2000 ans. Année 4441 de notre ère, planète Terre. Après les graves menaces qui pesèrent sur l'humanité au commencement du deuxième millénaire, elle fit contre toute attente la paix avec elle-même et avec la nature. L'univers s'ouvrit ensuite à elle. Le premier voyage interstellaire humain habité fut réalisé avec succès le 24 août 2089. Quelques décennies plus tard, les humains découvrirent une espèce humanoïde endogène très primitive sur une planète de la galaxie d'Andromède. Après quelques années d'observation, il fut décidé d'accélérer son développement en l'hybridant avec l'espèce humaine. C'est ainsi qu'une nouvelle espèce humanoïde fut créée. Ils adaptèrent les caractéristiques et capacités des différents groupes d'individus en fonction de la nature des lieux sur lesquels ils les disposèrent et ils les accompagnèrent dans leur début. Puis, en respect de la loi fondamentale du libre arbitre, ils laissèrent cette espèce évoluer seule durant une période d'environ 1500 ans. En 3636, une équipe administrative et scientifique complète retourna sur place afin d'observer le résultat de son évolution et d'aider à la mise en place de la civilisation. Les humains décomposèrent alors la planète en territoires, gérés par des dirigeants locaux, assistés de collaborateurs, et l'ensemble fut placé sous la gouvernance du responsable des opérations, basé dans l'immense station spatiale en orbite autour d'Aurora. Eu égard à leur niveau technique et à leur savoir, les humains furent naturellement considérés par l'Homo aurores comme des dieux, qui leur enseignèrent l'agriculture, l'élevage, les sciences, l'architecture dynamique et les arts. Tout se développa à merveille. Les Homo aurores étaient splendides et apprenaient vite. Partout des cités furent édifiées, toutes plus belles les unes que les autres. De nouvelles expériences d'hybridation furent effectuées par les humains afin de créer des individus dotés de potentialités supplémentaires. Ils furent formés à bord de la station spatiale et destinés à gérer le développement de la civilisation le jour où les humains quitteraient cette planète. Mais on peut être avancé et sur la voie de la sagesse, on n'en reste pas moins humain. Succombant au charme des Homo aurores, des dirigeants locaux humains créèrent, par accident ou par volonté, de nouveaux hybrides non officiels. Du fait de leur ascendance, ces hybrides acquirent peu à peu des connaissances habituellement réservées aux humains, ainsi que de dangereux privilèges tels des armes et des vaisseaux aériens. Un jour, une dissidence au sein des humains éclata. Doté d'armes redoutables promettant la planète entière en cas de victoire, un belliqueux dissident entraîna son peuple dans une sanglante guerre de conquête. La violence des attaques indigna les dirigeants, qui découvrirent avec horreur la situation explosive qu'ils avaient générée. La riposte entraîna l'escalade et l'escalade la guerre mondiale. Pour la première fois depuis bien longtemps, des armes terribles furent employées, des villes entières furent rasées en un éclair. Profondément choqués, les dirigeants humains se réunirent autour du directeur des opérations et remirent totalement en cause leur ingérence sur la planète Aurora et ses funestes conséquences. Un grand débat les divisa. Devaient-ils prendre le risque de laisser ces êtres trop peu évolués en regard de la puissance dont ils disposaient, occasionner davantage de dégâts sur Aurora et peut-être même plus tard dans l'univers? Mais avaient-ils le droit de détruire ces êtres conscients qu'ils avaient créés? Après de nombreuses réflexions, les humains décidèrent de mettre un terme définitif à cette expérience. Mais l'un d'entre eux voulut secrètement permettre à l'espèce de survivre. Il sélectionna quelques membres et prépara techniquement leur sauvetage. Puis vint le jour de la fin. On déploya la plus redoutable de toutes les armes en direction de la mer et un cataclysme d'une ampleur inégalée s'abattit sur cette planète, ravageant tout ce qui n'avait pas été détruit par la guerre, excepté une poignée de survivants. Et tout repartit de zéro. On pourrait penser que j'ai beaucoup d'imagination et que je ferais probablement mieux de faire de la science-fiction. Mais je n'ai rien imaginé. Je me suis contenté de transposer le récit du Mahabharata, un des textes indiens les plus sacrés, fondateur de l'hindouisme, rédigé il y a au moins 2500 ans. Écoutez bien ce qui va suivre. Ici
est partout, le Wi-Fi est pratique, mais le Wi-Fi nous observe même à travers les murs, et ça c'est un petit peu déroutant quand même. Oui, c'est d'autant plus déroutant que jusqu'ici le Wi-Fi on avait l'habitude d'utiliser pour accéder à Internet, et bien désormais il va aussi servir de caméra de surveillance. Et oui, c'est assez surprenant, ce sont les chercheurs du MIT aux États-Unis qui ont réussi à se découvrir que regardez-moi ça. Les zones de Wi-Fi qui passent à travers les murs, et on était capable de suivre les déplacements des personnes, parce qu'on voit les perturbations que font les gens, l'on fait tous les uns et les autres, on passe dans une pièce qui est arrosée par des ondes Wi-Fi, et bien on est capable comme ça de reconstituer la silhouette des uns et des autres, et donc ça va permettre de faire des nouvelles caméras de surveillance et des nouveaux systèmes de détection. C'est-à-dire que chez nous, là, avec nos box, on a le Wi-Fi, on peut faire pareil? Oui, ça veut dire qu'il y a un nouveau standard qui a été mis au point, c'est le standard Wi-Fi 7 qui va arriver l'année prochaine. Et ce nouveau standard, ça promet. Votre box va devenir un outil de détection de présence automatique. Et l'intérêt de cette technologie Wi-Fi, c'est qu'elle est quand même extrêmement sensible. Et ce qu'elle va permettre de faire, l'intention du public, du problème tel que la corruption du gouvernement ou la détérioration du système de santé ou du système éducatif, la meilleure chose à faire est de désigner un ennemi extérieur qui menace la survie de la nation et qui monopolise immédiatement toute l'attention. Il y a moins de possibilités de critiquer le gouvernement parce que vous risquez d'être immédiatement désigné comme un traître. En temps de guerre, quand il y a une urgence nationale, nous devons tous nous unir autour du gouvernement. Et quiconque s'oppose aux critiques du gouvernement est un traître. C'est pourquoi, très souvent, même dans une situation où il n'y a aucune menace réelle, les dirigeants fabriquent des menaces artificielles. Pourquoi tu m'enregistres, toi, putain? Bah, le thème, c'est les médias, alors j'ai fait les médias, on a dit. Ah ouais, c'est l'idée du sketch, quoi. Oui. Ouais, mais c'est pas cohérent. En plus, je réponds pas aux médias. Ça fait déjà des années, c'est pas logique. Mais non, mais là, c'est différent, c'est pour un blog. Un blog, c'est ça. Puis c'est fini dans le monde avec un procès au cul, je connais la combi, là. Tu me baiseras pas la gueule avec ta queue de cheval, je te dis tout de suite. Bonjour, je me présente, Catherine Potiron. Je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le personnage? Oui, c'est le personnage. Eh, c'est bien fait, hein. Dans le regard, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Ouais, tu t'es fait avoir, toi aussi. Ouais, ferme-la, par contre. Ferme ta bouche. C'est incroyable, c'est bien fait. Hein. Alors, comment, Madame Cornichon, comment t'as dit? Non, on a dit Potiron. Potiron, d'accord. Vous êtes journaliste, c'est ça? Oui, alors non, pas tout à fait. Je suis en fait en école de journalisme actuellement. Ah, ça va? Ça existe encore, ça, les écoles de journalisme? À mon avis, ça va disparaître avec Internet, c'est foutu. Hein. Aujourd'hui, un mec avec un smartphone, c'est un journaliste. Hein. Donc, à mon avis, vous êtes jeune, trouvez-vous notre formation, un vrai boulot, hein, parce que là, vous aimez parler aux gens, c'est ça? Oui. Ah ben, faites coiffeuse. En plus, c'est des écoles payantes à tous les coups, c'est ça? Les parents, ouais, mettez-vous à la place des parents aussi. Ouais, mais enfin, c'est la moitié qui est payant. Ah. L'autre moitié, c'est l'État. Ah, c'est nous qui payons notre projet? Bah oui. Ah non, mettez mon nom, hein. Moi je me retire du projet. Attends, je vais pas commencer à cotiser pour des journalistes qui me crachent à la gueule.
Ça suffit, je suis pas maso. Hein. Vous allez mettre quoi dans votre article? Que je suis une ordure, un raciste, un antisémite? Ah non, pas du tout. Ah ouais, mais t'es obligé, sinon ça sortira jamais ton truc. Elle est complètement taré, l'autre. Vous allez mettre que je suis un mec bien? Non, pas forcément non plus. Bon, vous avez des bases, quand même. C'est juste que comme vous êtes une personne médiatisée très controversée, je m'étais dit que ça serait intéressant. Qu'est-ce que c'est que ces adjectifs très controversés, là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires, des adjectifs israéliens, là? Tu me baiseras pas la gueule, quoi. T'es pas controversé, toi, ta petite gueule, là? C'est pas controversé. Valls, il est pas contre... Pourquoi le préciser quand c'est moi? Non, mais tu vois, là, on est dans un sketch. Mais fais très attention à ta petite gueule. J'étais à 2 doigts de te cracher à la gueule, je préfère te le dire. Je vais pas te mettre mal à l'aise. Hein. Mais fais très attention à toi. Hein. Donc c'est dans le... Bon, c'est fini, j'en ai marre. Je vais aller faire caca, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas encore commencé en fait. C'est dans le cadre de mes études, je prépare actuellement un mémoire. Quoi? Le sujet. C'est un devoir de mémoire? Oui. Je n'ai rien à voir dans cette histoire, d'accord? Je n'étais pas là, moi, avec cette histoire de mémoire. Nous, on était en Afrique. Hein. Non, rien à voir. Donc, ne viens surtout pas m'emmerder avec ta mémoire, toi. Chacun sa mémoire. Je me démerde avec ma mémoire, tu te démerdes avec ta mémoire. Je crois qu'on s'est mal compris. Ouais, j'ai très bien compris où tu veux en venir. Non, en fait, je prépare un devoir de mémoire pour mon école et le sujet, c'est la liberté d'expression. C'est pour ça que j'avais pensé à vous. D'accord. Vous êtes Charlie, c'est ça? Ah, bonjour Charlie, je pas reconnu. Ah ben oui, avec le pyjama, j'ai trouvé Charlie, il était à côté de moi. T'as paumé ton volet. Vous étiez Charlie au moment des attentats de Charlie Hebdo, peut-être? Oui, quand même. Ah bah oui, dis donc. C'est bien, mademoiselle. Vous avez manifesté dans la rue, tout ça? Quand même. Oh bah ouais, alors là, ça... il fallait. Vous vous êtes peut-être même abonné à Charlie Hebdo, non? Ah non. Oh, vous êtes un peu rebelle, dis donc. Non, vous avez raison, c'est vraiment de la merde, ce journal. Depuis le départ, j'ai jamais acheté un truc comme ça. Moi. Je me demandais justement à propos de ça, vous vous sentez encore, Charlie Coulibaly? Ça y est, on est sur le terrain judiciaire, on est parti. Tu sors les dents, allez, on est parti. Effectivement, à un moment donné, sur mon parcours, je me suis senti Charlie Coulibaly. Je me suis senti humoriste traité comme un terroriste. Je me suis senti entre le couteau et la plaie, voyez-vous, entre la victime et le bourreau. Voilà. Mais bon, les flics sont venus me chercher à 6h du matin chez moi. J'ai été condamné 2 fois de suite, donc je ne me sens plus du tout. Vous mettez... je ne me sens pas à un niveau... j'ai même perdu le sens du goût. Je n'ai plus le goût de... La démocratie n'a aucun goût pour moi. Il y a même un petit arrière-goût de pisse, même, derrière. Quand tu le... Alors, deuxième question. Vous croyez à la théorie du complot? C'est bien ou pas d'y croire? Non, alors, mettez, j'y crois pas. D'accord. Et j'incite les gens à croire dans la version officielle du gouvernement. Ce sont des gens bien, quand même. Oh. Sensationnel. Oh. Et les médias aussi, super. Vraiment, on a... BFM, numéro 1.